Entre la nouvelle saison de Game of Thrones qui arrive, le nouveau Marvel, Avengers Endgame, le nouveau clip controversé d'Aya Nakamura, le nouveau documentaire sur Beyoncé et le nouvel album de Rihanna que j'invoque par ces mots aujourd'hui, vous ne savez plus où donner la tête, c'est normal, vous écoutez le Chip. Je suis Mélanie Wanga et je suis accompagnée de deux mecs qui ont vu de la lumière et qui sont entrés dans le studio, donc François Oulac, je crois. C'est bien moi. Et Kevin Donna. Kevin Donatien, j'ai déjà dit. Bonjour. Hier, j'ai vu des photos de vous sur Instagram en non-mixité, entre hommes noirs. Il s'est passé quoi ? Est-ce que je dois prévenir la mairie de Paris ? C'est ma question aujourd'hui. En fait, on a effectivement un groupe d'hommes noirs et parfois on se réunit, mais hier on était 6, c'est ça ? Un truc comme ça. À partir de 5, c'est à partir de 5 qu'on doit appeler les autorités. Ouais, Rassemblement de 5 hommes noirs, on appelle les Quand il y autorités. en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup que c'est problématique. Voilà. D'accord. Donc vous êtes bien amusés ? On s'est amusé, on a quand même respecté la République, tout ça, on n'a pas fait de trucs interdits. Tout va bien donc. Au sommaire de ce Chip, on va parler de Black Twitter, alias Twitter noir en VF, aussi appelé Wakanda par l'extrême droite, qui est elle aussi très vibrante sur les réseaux. Moi j'appelle Wakanda aussi des fois, Ouais. parce que je trouve ça cool, Wakanda. Ok. Et puis Kevin va nous parler de Dirty Computer, l'album concept / film émotion de Janelle Monáe. Et pourquoi Dirty Computer représente un condensé des enjeux à venir entre la race et la technologie. C'est tout à fait ça. Mais avant tout ça, vous savez quelle heure il est, c'est l'heure du trash ou iconique. Ouais, c'est moi qui commence. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon trash, puisque j'ai un trash cette semaine. C'est un trash qui va tout droit dans les pieds de Leonardo Bonucci et du foot italien en général. Il y a une semaine, il y a eu un match de championnat italien entre l'équipe de Cagliari et la Juventus. Et encore une fois, il y a eu des incidents racistes, donc des cris de singe visant Blaise Matuidi et son coéquipier, surtout Moïse Kean. Donc c'est un jeune joueur italien, international italien d'origine ivoirienne. Donc pendant le match, il y avait déjà eu des cris de singe et en fait ça a redoublé lorsque Moïse Kean à la fin du match a mis le but du 2-0. Il a juste célébré son but en ouvrant ses bras et là donc c'est le drame. Là c'est le drame, les gens sont furieux, font des cris de singe. Rien de très nouveau, rien de très original malheureusement. Les incidents racistes ça se passe pas que dans les stades italiens, on a beaucoup en Italie mais il n'y a pas que en Italie, donc jusque là rien de très original si ce n'est la déclaration de son coéquipier, donc Leonardo Bonucci, qui a déclaré juste après le match: Kean, donc l'attaquant, le jeune attaquant noir, c'est que quand il marque, il devrait fêter ça avec ses équipiers, ses coéquipiers. Il sait qu'il aurait pu faire quelque chose de différent. Il y a eu des cris racistes après le but. Blaise les a entendus. Je pense que la faute est partagée à 50-50. Moïse n'aurait pas dû faire ça et le virage n'aurait pas dû réagir comme ça. Donc ça, c'est la nouvelle technique des gros racistes, c'est de mettre tout le monde dos à dos et d'un peu partager 50-50 les responsabilités. Le pire déjà, c'est que Bonucci, lorsque Moïse Kean a marqué le but, il est directement allé le prendre dans ses bras, le célébrer le but avec lui, et tout de suite après, il est allé voir les fans de Cagliari en disant « Pardon, désolé, on a trop célébré », etc. Du coup, Bonucci a pris très cher sur les réseaux sociaux et je crois que c'est assez mérité. Il y avait pas mal de joueurs noirs qui ont vu, je pense qu'ils sont un peu emparés de cet événement-là pour faire part de leur ras-le-bol. Il y a par exemple Raheem Sterling, joueur de Manchester City, qui lui aussi subit pas mal de remarques racistes en Angleterre, qui a tweeté qu'il préférait tout simplement en rire. Il y a Frédéric Piquion, ancien joueur de la sélection de Martinique, qui a dit lui sur Twitter qu'il se taperait avec Bonucci s'il était dans les vestiaires, s'il jouait dans la même équipe. Et puis surtout Mario Balotelli, qui a d'abord dit parfois mieux vaut rester silencieux. Puis ensuite il a commenté une photo de Moïse Kean où il lui dit bravo et dit à Bonucci que sa chance c'est que je ne sois pas là. Que les choses se seraient passées... C'est tellement un troll. Ouais, les choses se seraient passées différemment. La suite de l'affaire c'est que la presse italienne dans son ensemble est relativement silencieuse. Il y a plusieurs articles d'ailleurs qui en parlent. Il y a un article de France Football qu'on vous mettra en lien où comment ça génère un malaise en Italie parce qu'on ne sait pas comment en parler sans forcément complètement dénoncer les racistes parce que il y a des gens bien des deux côtés, n'est-ce pas ? Et puis il y a aussi un article de SoFoot qui s'appelle Sois noir et tais-toi, où ils finissent en disant, en revenant sur les insultes sur les excuses plutôt de Bonucci qui dit en gros quelques jours après je suis désolé, en fait j'ai parlé trop vite, je dénonce à 100% le racisme. No la prochaine to racism. fois hashtag no to racism, cette espèce de Not truc, in my name. cette espèce de truc un peu niais de voilà non de racisme, de l'eau tiède où avant les matchs, des matchs avec des champions, il y a des spots où les joueurs disent non racisme mais sans vraiment en discuter.
Donc là, il présente ses excuses en disant qu'il a parlé trop vite. Et donc dans cet article de SoFoot, il conclut en disant la prochaine fois qu'il y aura des cris racistes sur un terrain, Leonardo Bonucci s'exprimera le lendemain pour dénoncer le racisme, parce que si jamais c'est trop rapide, c'est juste dans l'heure d'après, il sait pas encore et il a pas bien pu réfléchir et analyser. Donc bref, voilà, tout ça est trash, mais je trouve quand même bien que les footballeurs noirs s'emparent de plus en plus de cette question et arrêtent de se cacher derrière leur petit doigt. Tu dis ça alors que juste avant, genre la semaine d'avant, il y a eu l'histoire de... Ouais, c'est à peu près un moment de... Daniel Bravo, là. Et Nuno da Costa. Et par exemple, et là, le gars, il n'assiste pas du tout emparé de l'histoire pour le coup. Non, et c'est pas vraiment emparé de l'histoire parce que, alors, il y a le truc de mais non, mais c'était un lapsus. Alors, un lapsus raciste. Je suis pas expert en psychanalyse freudienne, mais lapsus, ça veut dire aussi que tu penses le truc derrière. Enfin bref. Non, mais whatever. Et puis après, Nuno a posté avec Daniel Bravo une photo où ils sont ensemble et on n'est pas fâchés très rapidement. Donc, tu dis que les joueurs noirs s'emparent de la question, mais j'ai pas l'impression. Il y a un changement. Ce que je veux dire, c'est que l'attitude de Nuno da Costa, c'est plutôt l'attitude majoritaire. C'est un peu Paul Pogba à l'époque du blackface. De Griezmann. Oui, c'est encore une autre histoire, mais oui, il y a ce truc-là. D'habitude, on a plutôt tendance à pas vouloir faire de vagues, à pas en parler. Et là, il y a de plus en plus de joueurs. Alors, tous ne vont pas le faire évidemment, mais il y a de plus en plus de joueurs ou d'anciens joueurs noirs qui prennent des positions assez claires. J'ai l'impression. Et puis il y a Blaise qui a dit la prochaine fois, je me casse du terrain. La prochaine fois, il s'en va du terrain. C'est vrai que les images de Blaise Matuidi, il est furieux. Et ça fait 2 ans qu'il est 2 saisons qu'il est en Italie et il en a vu des vertes et des pas mûres. Voilà, moi c'était mon trash. Alors moi, avec le trashico des réseaux, je pensais poser un peu une question un peu compliquée, un petit dilemme à nos auditeurs, et en fait, pas des masses. On vous a demandé en fait sur Twitter ce que vous pensiez de la polémique autour de cette fresque, vous savez, qui est illustrée, exposée à l'Assemblée nationale. L'histoire, c'est que Mame Fatou Niang, qui est une universitaire et réalisatrice, a lancé une pétition pour que l'Assemblée nationale retire une fresque qui commémore la première abolition de l'esclavage en 1794. Et donc cette fresque qui est affichée depuis 91, elle représente en gros 2 visages noirs et souriants avec au milieu des chaînes brisées en mode ok, c'est cool, on est libre. Sauf que les personnages ont un peu les yeux exorbités, vous savez, les lèvres un peu proéminentes, un peu rouges, charnues. Et forcément, pour beaucoup de gens, en tout cas pour moi, ça ramène un peu à... bons souvenirs. Des bons souvenirs, quoi. L'imaginaire un peu, vous savez, les caricatures racistes, Banania et autres. Mame Fatou Niang, on la connaît surtout pour un documentaire qui est sorti l'an dernier, qui s'appelle Marianne Noire, qui parle de la représentation des femmes noires dans l'espace public. Je vous mets un petit extrait de ce qu'elle disait au Monde à propos justement de son documentaire. Lorsqu'on parle de la représentation des Noirs, de la représentation du Noir, de ce que c'est d'être Noir en Occident, on est enfermé dans des représentations qui ont une origine historique. Et ces représentations, il faut les connaître, il faut les déconstruire un peu avant de se dire, voilà, on va tendre à un universel ou dans quelque chose où la race, la couleur de peau n'a plus d'importance. Moi, c'est ce que je veux. Je pense que le projet final, c'est ça. Mais avant d'arriver à ça, il faut comprendre pourquoi on a ces réactions qui, des fois, sont extrêmement intériorisées, dont on ne connaît même pas les sources. Voilà, donc je trouve que cette intervention, elle est assez éclairante, on va dire, sur le cas présent. Le problème, en fait, de cette polémique, s'il y en a un, c'est que les personnages en fait de Hervé Di Rosa, l'artiste qui a peint la fresque en 1991, ils sont tous représentés de la même manière. Ils ont tous ces espèces de grands yeux, de proportions. De proportions. Ils ont les bouches charnues rouges. Ils ont tous des bouches charnues rouges, qu'ils soient blancs, noirs ou peu importe leur ethnicité. Ils ont également ces espèces de grands yeux un peu cyclopéens et donc du coup voilà, c'est pas vraiment, en tout cas de la part de Di Rosa, et c'est comme ça que Di Rosa, donc qui est un artiste blanc originaire de Sète, c'est comme ça que Di Rosa se défend, et il dit également, en fait, il crie à la censure artistique, tout simplement. Il dit que la fresque est là depuis 91, que personne s'est jamais plaint avant, et que, en gros, Mame Fatou Niang et Julien Suaudreau, qui est le co-réalisateur du documentaire et qui co-signe une pétition avec Mame Fatou Niang, du coup, pour qu'on retire la fameuse fresque de l'Assemblée, il dit, en fait, ils sont en train de me censurer, et que ça dérangeait personne avant qu'ils interviennent. Ça, c'est les prémices. Donc, du coup, on vous a demandé ce que vous en pensiez, et vous avez été 200 à voter. Donc, en fait, vous avez été 75% à dire que oui, Mame Fatou Niang a raison et que la fresque devrait être retirée. 9% à dire « Leave him alone !» et 16% à dire « Mais on s'en fout pas un petit peu ?» Parce que, bon, vous avez aussi le droit de penser que, que c'est pas forcément un débat de fond, un débat important. Bref.
moi, j'aurais tendance à penser à peu près comme un commentateur qui s'appelle @yogi59. Est-ce un fan de Yu-Gi-Oh? Est-ce que c'est l'heure Est-ce que c'est l'heure du duel? Je l'ignore. Qui dit: le contexte est important, on n'attend pas de l'artiste qu'il change son art, mais les codes qu'il utilise rappellent les caricatures négrophobes. On sait à quoi correspond un dessin de grand nez et d'argent, on n'accepterait pas ça devant l'Assemblée nationale. Donc là, évidemment, il fait référence à imaginer qu'on fasse une fresque sur, je sais pas moi, la communauté juive et qu'on les mette avec un grand nez et de l'argent autour. Peu importe que ce soit le style de l'artiste, peu importe le contexte. Quand tu prends le truc comme ça hors contexte, c'est normal qu'on l'accepte pas. Et je suis assez d'accord avec cette position. Une fois que j'ai eu les explications de l'artiste, je vous avoue que j'aurais été plutôt... J'ai pas tendance à vouloir dire que la caricature que le dessin est en soi intrinsèquement négrophobe. Le problème, c'est que quand tu es l'Assemblée nationale et que tu dois faire des... C'est mon problème aussi. Bah ouais, quand t'es un lieu d'État... Voilà, c'est ça. Quand tu es... Si j'avais été une galerie d'art, je suis une galerie d'art, je décide de mettre cette fresque de Hervé Di Rosa. C'est à la galerie d'art de faire son travail. Déjà, c'est un truc privé. Et tu dis, bah écoutez, ceux qui comprennent pas et qui sont choqués, vous avez qu'à vous renseigner sur l'artiste. D'ailleurs, on est une galerie d'art, c'est pas à nous de faire votre taf. Ouais. Enfin, on va l'exposer, on va mettre un contexte puisqu'on est une galerie. Et ensuite, si vous comprenez pas, c'est tant pis pour vous. Là, on est l'Assemblée nationale en tant qu'organisme d'État, moi j'attends de l'Assemblée nationale qu'ils fassent des choix plutôt consensuels, plutôt rassembleurs, et qu'ils épargnent toutes les sensibilités de toutes les franges de la population française. Et donc j'aurais pas demandé à l'artiste de changer son art, parce qu'en plus c'était une commande de groupe. Donc en fait l'Assemblée en 91 a demandé à Hervé Di Rosa de faire plusieurs dessins de plusieurs événements de la vie législative française. Ouais. Donc c'était un parmi d'autres. Mais j'aurais dit, peut-être que pour l'abolition de l'esclavage, on va demander à quelqu'un d'autre de faire ça. Quoi. Je pense que c'est en 1991 ? 91. Ouais, mais c'est une autre époque, hein. Il y a 27 ans, c'est déjà il y a très 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 longtemps il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de gens qui cherchaient à décrypter, à tort ou à raison, tu vois, c'est pas tellement ça, mais c'est que effectivement, si tu prends ce prisme et que tu te retournes et que tu regardes sur comment on célèbre même l'abolition de l'esclavage et toutes ces questions-là, tout n'a pas très bien vieilli. Les images dont tu parles de Di Rosa, ça me fait penser un peu à un artiste qui était assez présent dans les années 20 et 30, Paul Colin, donc, notamment avec cette photo ici. C'est exactement ça, c'est la revue Nègre de Paul Colin, donc le spectacle où joue Joséphine Baker. Tout le monde a les lèvres disproportionnées. Et cette photo, parfois, je la montre à des touristes lorsque je parle de Joséphine Baker. Et les Français sont absolument pas choqués. Ouais. Les Américains font what the fuck. Donc il y a aussi pareil des trucs où on n'est pas sensibilisé pareil aux mêmes choses. Le vent est en train de tourner et justement avec cette grille de lecture, lorsqu'on se penche sur ça, tout de suite ça fait un peu cringe. C'est vrai l'argument qui dit oui, on m'a jamais rien dit, mais en fait maintenant on dit quelque chose. Donc peut-être qu'il y a 30 ans on t'a rien dit parce qu'effectivement on sortait d'une décennie où c'était bien vu de faire l'africain dans du stand-up et tout, mais là tu vois les temps ont changé comme dit Kevin, et je pense qu'il faut être sensible aux personnes qui peut-être à l'époque n'avaient pas les moyens, tu vois, n'étaient pas nécessairement assez dans le milieu de l'Assemblée nationale pour dire non à ce truc-là. Mais maintenant qu'on te fait une remarque, je pense que ce qui est important, c'est de faire un retour en fait et te dire peut-être que je dois écouter et que en fait le temps a changé. C'est pas tant le timing que Hervé Di Rosa il déplore, même s'il dit j'avoue le fresque est depuis 91 et personne n'a fait chier avant et en plus avant c'était les gens de la droite. Il dit un truc marrant, c'est que avant c'était les gens de la droite qui l'attaquaient pour son art et non pas les gens de la gauche qui considèrent comme être de son propre côté. Non, ce qu'il dit c'est que c'est tout simplement son style intrinsèque et c'est vrai que en fait Hervé Di Rosa il s'inspire du monde de l'enfance, il s'inspire de la culture cartoonesque et des représentations populaires. Le truc que moi je dirais peut-être à Hervé Di Rosa, c'est que peut-être sans le savoir, les inspirations qu'il a proviennent justement de cette des représentations populaires et notamment racistes de l'époque et que sans le savoir il a pu tu vois avoir c'est clair que si ton maître à penser c'est Banania peut-être mais c'est pas son maître à penser, tu vois, non, c'est pas ça j'exagère son truc, mais voilà peut-être que si dans son historique il a des je sais pas c'est quoi son historique, mais comme c'est un mec qui s'inspire d'un certain univers pictural très populaire et notamment inspiré, enfin moi c'est ce que j'ai l'impression de voir, aussi des dessins de presse et des dessins de l'époque, des trucs, voilà, et à l'époque les dessins étaient aussi négrophobes, donc du coup peut-être qu'il a été presque
sans le savoir, après, en vrai, à son insu, tu vois. en vrai, moi, je m'en fous un peu de ces intentions. Tu vois, je pense que si tu as des personnes, des personnes noires qui te disent ça me gêne en tant que citoyen d'arriver à l'Assemblée nationale et de voir ces trucs qui ont des relents de caricatures racistes, bah, tu peux te dire ouais, ok, il faut y réfléchir, quoi. Ouais. Plutôt que non, vous me censurez. Mais de toute façon, Di Rosa est dans son rôle, c'est un artiste et il voit son truc attaqué, c'est normal qu'il défende son art. C'est pas à Di Rosa de répondre, c'est à l'Assemblée nationale en fait de faire les mesures et de dire ok. Et c'est aussi représentatif finalement de la composition de l'Assemblée nationale et des lieux de décision. Alors bon, déjà, voilà, on sait que dans ces endroits-là, généralement, c'est très majoritairement blanc. En 91, ça devait être encore plus le cas. S'il y avait eu ne serait-ce qu'un seul Renois dans le comité de décision qui a fait la commande, il y aurait forcément eu un mec pour dire, ou une meuf d'ailleurs, pour dire les mecs, par contre, Di Rosa, c'est cool. Mais peut-être qu'on lui aurait dit la même chose. Mais non, mais c'est un artiste, tu peux pas l'empêcher. Oui, on l'aurait peut-être pas écouté. Mais peut-être que tu t'avances, hein. En disant s'il y avait eu un ou une noire, ce serait jamais... Peut-être plus, mais on l'aurait peut-être pas écouté 15. De toute manière. Mais de toute façon, voilà, je pense que c'est aussi représentatif. Une dernière petite chose, moi ça me rappelle aussi, je vois beaucoup de commentaires qui vont dans le sens de l'anti-censure, et comme je vous disais, je les comprends. Pour moi, c'est pas au niveau de Di Rosa c'est pas Di Rosa qu'il faut s'adresser, mais à l'Assemblée nationale, tout simplement. Et j'ai eu un débat sur Twitter sur Facebook, excusez-moi, avec quelqu'un qui disait qu'en gros, les antiracistes qui dénoncent cette fresque, c'est la nouvelle extrême droite. Alors c'est facile de dire ça, j'adore. Ouais, non mais c'est un parallèle. Les nouveaux Hitler. Ouais, c'est un parallèle. Seulement. Ma réponse est si seulement. C'est un parallèle un peu indécent, mais qui me rappelle aussi les réactions qu'on a pu avoir il y a genre 3 semaines pour l'interdiction, enfin l'empêchement plutôt de la pièce Les Suppliantes. Vous savez, la pièce qui devait se jouer à la Sorbonne, inspirée du tragédien grec Échille. Et donc voilà, je trouve que quand je disais au début que je pensais poser un petit dilemme vitouf à nos auditeurs, c'est que je trouve que rien n'est simple, parce que autant dans le cas de la fresque, j'ai une réponse très claire qui est pour moi, Di Rosa, tu fais ce que tu veux, mais par contre l'Assemblée, soyez malin. Mais par contre, dans le cas des suppliantes, qui est presque vous voyez une affaire presque parallèle, je trouve que pour le coup, je suis pas sûr que les antiracistes aient eu raison, et j'ai lu pas mal d'articles d'hellénistes sur la question, et je me rends compte qu'en fait, on a peut-être mal compris le contexte de la pièce. Ouais, après, c'est des hellénistes qui n'ont vraiment aucune notion historique autour du blackface. Si, c'est des gens qui connaissent le blackface ouais, aussi. mais ils te disent oui, mais bon, on sait pas son intention, et puis après on te dit oui, mais en fait, il est allé en Afrique et il a des très bons amis noirs. Donc, moi, je les ai trouvés très hypocrites et très dans la justification à tout prix des traditions du théâtre. Mais et moi, le blackface n'existait pas sous la Grèce antique. D'ailleurs, la Grèce antique et c'est tout le problème. C'est tout le problème. Ils te disent oui, mais on utilise des masques, sauf qu'avant ils utilisaient de la peinture. C'est que après qu'ils se sont dit bon, en fait, on va utiliser des masques pour éviter la. Ce que je veux dire, c'est que cette tradition. Faut arrêter toujours de dire c'est la tradition, c'est son art, c'est machin, parce que en fait, il y a des pratiques racistes, tout simplement. Mais justement, le contexte n'avait rien à voir, et la pratique que les tragédiens grecs avaient de se mettre de la peinture sur. Non, mais là, on parle pas des tragédiens grecs, on parle des mecs qui sont en 2019 à la Sorbonne et qui se peignent le visage en noir, et tu leur dis excusez-moi les gars, ils te disent oui, bon, ok, on va faire des masques, et puis après tu leur dis ouais, mais quand même, c'est une pratique raciste, et ils te disent oui, mais non, c'est vous les vrais racistes, vous n'allez pas nous obliger à embaucher des noirs, quoi. C'est pas le fait de se peindre le visage en noir qui est intrinsèquement raciste, c'est le fait de le faire dans un certain contexte, en fait, tu vois. Et donc quand Griezmann le fait, c'est raciste même s'il le sait pas. Le problème, c'est que en fait les conditions dans lesquelles ont été créées les pièces et le sens de la tradition de la pièce d'Échille et de la pièce grecque n'a absolument rien à voir, et bien antérieur en termes de contexte. Non. Moi je suis pas d'accord. Je pense que le blackface en toute circonstance, le blackface ça date du 19e siècle, Mel, tu vois. Donc il y a eu d'autres choses avant. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que blackface à chaque épisode. Ouais, c'est. Puis là on est hors sujet, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les deux affaires se ressemblent, et pourtant je n'arrive pas du tout aux mêmes conclusions. Et donc voilà. Et une dernière chose, peut-être que le meilleur finalement choix de l'Assemblée nationale, ça aurait été de proposer à un artiste antillais, tout simplement, pour une fois, de demander à un ultramarin de se représenter lui-même et de représenter ce qu'il pense de l'abolition de l'esclavage, quoi. Ça aurait été bien. Par nous-mêmes. Dans 30 ans. Ouais, on verra. Alors, moi, il y a un sujet qui m'a un petit peu interpellée, parce que du coup, depuis mon retour sur Twitter, il y a 2 mois, j'ai vraiment pu me remettre dans le bain et participer un peu au Twitter français.
Et du coup, je voulais parler avec vous de la manière dont les réseaux sociaux, notamment Twitter, mais on va aussi peut-être un petit peu parler d'Instagram, je pense du côté de Kevin, comment ils participent à la construction de l'identité noire, notamment. Moi, voilà, ce qui m'intéresse dans le Black Twitter, c'est déjà, on va commencer juste par définir ce que c'est. Voilà, Twitter, c'est un réseau social de microblogging, on le sait, depuis 2006. On poste des messages courts. Maintenant, c'est 240 caractères pour s'exprimer. Alors, le Black Twitter, ce qu'on appelle le Black Twitter, à l'origine, c'était un groupe d'utilisateurs du réseau, donc généralement afro-américains. Le terme est venu des États-Unis. Et ce groupe, en fait, avait créé un genre de communauté virtuelle qui aborde des sujets divers, de manière toujours décalée et politique. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, les sujets évoqués par le Black Twitter deviennent rapidement mis au centre des conversations générales du réseau. Et ces sujets-là, ça touche à la pop culture, ça touche à la société, à la politique, mais aussi et surtout au racisme et à la justice sociale. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'un des moyens les plus efficaces de Black Twitter et un des moyens qui a fait vraiment connaître ce groupe, c'est la création de hashtags, notamment les hashtags contre les violences policières. C'est vraiment quelque chose qu'on a vu évoluer dès 2011-2012 et qui aujourd'hui est devenu une pratique qui s'est répandue dans plein d'autres pays, dont la France. Et moi, j'ai vraiment retracé le moment de l'affaire de Trayvon Martin en 2012, le meurtre de ce jeune Afro-Américain par par George Zimmerman. Qui est une sorte de vigilante. Vigilante du quartier, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, c'est à ce moment-là que les médias désignent le Black Twitter. Parce que du coup, les groupes se réunissent, créent un hashtag qui était Justice for Trayvon. Et par la suite, d'autres hashtags sont nés et ont mobilisé cette communauté à partir de ce point-là. Et notamment, au moment de l'affaire de Trayvon Martin, le truc qui a été, on va dire, le premier fait d'armes de Black Twitter américain, ça a été d'empêcher une des jurées du procès Trayvon Martin, qui en fait, à l'issue du procès, avait signé un book deal pour écrire un livre. Et ils avaient fait pression en fait sur la maison d'édition. Ils avaient retrouvé la meuf qui l'avait signé et ils avaient dit non, vous sortirez pas ce livre. Enfin, ça a été le premier fait d'armes quand la maison d'édition a renoncé à sortir ce bouquin-là. Donc depuis, il y a eu d'autres hashtags qui sont nés et qui ont mobilisé Black Twitter, et des trucs qui sont maintenant presque dans le langage courant. Il y a Oscar So White, la polémique autour du fait que les Oscars avaient trop de blancs et que ce n'était pas assez représentatif. Il y a eu aussi I Can't Breathe, de Eric Garner, le jeune homme noir qui a été aussi assassiné. Un peu plus léger, on a Black Girl Magic. Ouais. Qui représentait en fait vraiment qui mettait en valeur les femmes noires. Je crois que l'équivalent masculin c'était Black Boy Joy. C'était Chance le rappeur, non, qui avait lancé ce hashtag-là. Pas lancé, mais ouais, il l'a repris. Ouais. Et bien sûr, Black Lives Matter, qui est peut-être le truc le plus iconique de. Le hashtag aussi de la mort de Trayvon Martin, du coup. Oui. Ouais. Et le hashtag est venu avant le mouvement. Oui, en fait, c'est une activiste qui écrit un post et à la fin, elle dit que nos vies comptent. Ouais. Et ça devient hashtag Black Lives Matter. Et excuse-moi si j'ai pas entendu, mais t'as cité MeToo ? Non. Parce que MeToo, c'est Tarana Burke. C'est finalement, c'est aussi Black Twitter. Après, c'est vrai que MeToo, le hashtag en lui-même, je suis pas sûre. Elle avait un site, il me semble, qui s'appelait MeToo. Elle avait son association qui s'appelait MeToo, mais je suis pas sûre que... Peut-être qu'elle utilisait le hashtag, effectivement. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait l'inclure aussi. Stop à l'appropriation culturelle, hein. On t'a vu, Alyssa Milano. Désolé, c'est hors sujet. Non, mais c'est vrai. Et du coup, c'est vrai qu'en France, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent. Déjà, le Black Twitter français, il a subi un peu cette influence américaine. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a utilisé vraiment les mêmes hashtags pour commenter sur les mêmes sujets. Les Noirs de France inspirés par les Noirs américains, ça m'étonnerait. Ça s'est jamais vu. Mais pour moi, la montée en puissance de l'influence de la culture afro sur Twitter en France, ça a eu lieu à partir de début des années 2010. Donc je situerais ça à 2012-2013. Moi, après, il y a eu une époque où j'étais pas sur Twitter, donc j'ai pas vu, mais j'ai vraiment ressenti une différence quand je suis revenue, en fait. Notamment pour m'occuper du Twitter du Chip en 2016-2017. Et puis là, cette année, j'ai vraiment l'impression que maintenant, il y a une vraie voix. Par exemple, je pense au hashtag Justice pour Ange, qu'on l'a vu encore, c'était, je crois, il y a 2 semaines, il y a 10 jours.
On a vu tout de suite la mobilisation autour de ce hashtag, de gens qui en parlent, et bien sûr, évidemment, justice pour Adama, justice pour Théo, qui sont un peu les équivalents français en fait de lutte contre les violences policières, et où on entend beaucoup les voix en fait afro, quoi. Je sais pas ce que si vous avez vu évoluer ça au cours de votre toi, c'est vrai que, Kevin, on va y venir, mais toi, tu n'utilises pas Twitter de la même manière. Ouais, moi, je suis pas un gros utilisateur de Twitter, pardon. C'est pas une haine des réseaux sociaux en soi, pas du tout. C'est juste que c'est pas mon mode d'expression qui me correspond le mieux. Moi, j'arrive mieux à m'exprimer sur Instagram. Et Twitter, ce qui me dérange un peu, c'est le sentiment en permanence de débarquer dans une conversation déjà commencée. Et puis en plus, le fait d'écrire sa pensée, etc., enfin, ça ne correspond pas du tout. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut tout le temps en permanence avoir un avis définitif, éclairé sur Twitter, sur tout, et j'ai pas des avis éclairés et instantanés. Ce qui est drôle, c'est que c'est à la fois, c'est ce que tu dis, et à la fois c'est l'exact contraire. C'est que les gens s'expriment sans savoir erre sur certains sujets, et parfois c'est juste une économie de l'indignation et de l'émotion. Et des fois, je suis un peu triste parce que je vois des tweets de gens pas renseignés, mais qui expriment une opinion forte, on va dire, mais qui vont être beaucoup plus retweetés que le commentaire en dessous qui apporte un démenti avec un vrai article et une vraie source. C'est un outil très, très populiste en ce sens-là, quoi, Twitter. En fait, je trouve que c'est vraiment à double tranchant. C'est-à-dire que ça peut être un lieu d'apprentissage, tu vois, où tu découvres plein de trucs, tu suis des gens qui t'exposent à des théories, tu suis des blogueurs qui font gratuitement, qui produisent du contenu, de la pensée radicale, très pointue, et qui, je pense, fait vraiment un travail d'éducation, en fait. Il y a plein de gens qui disent, tu vois, qui suivent notamment des féministes ou des personnes racisées qui parlent de racisme et qui te disent, mais j'ai appris énormément de choses sur Twitter. Et donc ça, moi, c'est un peu ça qui me fascine, vraiment, sur le Twitter. Et dans le Black Twitter, c'est ça aussi, c'est vraiment ces militants et militantes qui font un travail de vulgarisation, tu vois, de livres, de travail universitaire, qui sont un peu inaccessibles à la base. Et là, c'est traduit en fil près de Twitter. C'est vulgarisé, quoi. Ouais, et c'est hyper accessible. Et puis, c'est dans un langage que tout le monde comprend. Et puis, il y a des blagues, il y a des mèmes, il y a des gifs. Oui, c'est illustré, ça peut être ludique. Oui, bien sûr. Et je pense qu'en plus, c'est accessible pour des personnes très jeunes, quoi. Des gens qui sont sur Twitter, qui ont 15-16 ans. Nous, je pense que pour avoir un thread, pour être exposé à la pensée de Frantz Fanon de cette manière-là, quand on avait 15 ans, je vois pas comment ça aurait été possible, en fait. C'est sûr. Ouais. Après, c'est vrai que peut-être que je commence un peu à vieillir, quoi, mais non. Toujours moins que vous. Putain, dire que j'allais dire un truc gentil, je retire. Là. T'allais dire Black Don't Crack. Non, mais peut-être que je commence un peu à vieillir, mais c'est vrai que j'attends pas d'un réseau social qui m'éduque, quoi. Si je veux apprendre des trucs, j'ai la même méfiance par rapport à certains youtubeurs, tu vois. J'aime pas trop qu'un cum mal rasé en t-shirt dans son salon vienne m'apprendre l'histoire ou la philo politique. Je vais plutôt ouvrir un bouquin, mater un docu, m'éduquer par d'autres canaux. Moi, le truc que j'aime bien par rapport au Black Twitter, c'est plus au-delà du Twitter. Le LOL, déjà, c'est vraiment du LOL de qualité. Black Twitter is the best Twitter. Mais c'est plus. J'aime bien le fait que ce soit aussi un espace d'expression et tout simplement d'existence de l'espace public. En fait, c'est comme si tu pouvais remodeler l'espace public, mais à ton image, en fonction des gens que tu suis. C'est pas les mêmes gens que tu vas voir sur ta timeline. Moi ou je sais pas qui. Un mec de génération identitaire, lol. Faut qu'on en vienne toujours à l'extrême droite, putain. Ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui me plaît dans Black Twitter, par exemple, c'est plus de voir juste des gens qui racontent leur life en utilisant un certain langage et un certain mode de pensée propre à la communauté afro, qui posent des questions et qui font réagir leurs followers, mais des gens que tu vas pas voir dans l'espace public autre part. C'est un peu un lieu commun, mais ce que tu dis, François, ça s'applique en particulier par exemple à des racisés, à des noirs plus spécifiquement, qui par exemple ne vivent pas dans un grand centre urbain, qui de ouf. sont un petit peu isolés, ils peuvent pas se connecter avec ils peuvent avoir un espace avec les gens qui suivent, mais ça c'est pas propre à Twitter en soi. Ça c'est quelque chose que tu retrouves à travers des groupes sur Facebook, à travers des hashtags sur Instagram. Si je suis d'accord, sauf que la différence de Twitter par rapport à Facebook, c'est que tu vas pas être
Enfin, je trouve que t'as plus facilement accès à la pensée des autres, on va dire. Sur Twitter, t'es entouré d'inconnus par définition, tu vois, contrairement à Facebook, ou même si t'as des groupes, mais c'est pas la même logique. Et Twitter, c'est un peu par excellence, tu vois, ce genre de truc. Et je sais pas, par exemple, c'est un truc qui a tendance à m'agacer, mais en vrai, ça a le mérite d'exister. Mais vous savez, toutes ces meufs qui prennent des selfies avec le soleil dans la tronche, là, en mode Black Beauty et tout, c'est un truc qu'on voit pas. Les meufs belles, il y en a marre, quoi. D'ailleurs, si vous regardez François sur les réseaux sociaux, il ne suit aucune meuf un peu sexy et tout. C'est pas du tout le genre. Non, mais c'est vrai. Tu fais ça avec un sourire de coin ironique sur le visage, mais get at me. Non, je déconne. Mais non, mais voilà, c'est ce que je veux dire, c'est quoi. Il y a une façon de s'exprimer, tu vois, que j'aime bien. Par exemple, là, je voyais. On a une pote, tu sais, Kat, tu sais, qui posait une question genre les Martiniquais, qu'est-ce que vous pensez de tel truc, comment s'appelait le bain des marées, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que pour vous c'est de la quimboiserie? La quimboiserie, c'est la sorcellerie en fait aux Antilles. Vous pensez que c'est de la quimboiserie ou juste un truc pour faire juste une pratique normale et prosaïque? Bain, c'est ça? Ouais, c'est une sorte de bain avec des herbes et des trucs comme ça. Et tu vois, ça permet d'échanger sur ce sujet-là avec de parfaits inconnus qui vont juste te répondre. Et je sais pas comment te dire, mais oui, il y a pas ça ailleurs. Tu peux pas avoir ce genre de conversation ailleurs. Dans la vie de tous les jours. Voilà, et ce que tu disais, Kevin, sur le fait qu'il y a des gens qui sont un peu parfois isolés, par exemple dans des zones périurbaines ou à la campagne. Même moi qui suis en plein centre de Paname, mais qui est surtout une grande majorité d'amis blancs, j'ai pas toujours les conversations que je peux avoir. Et là, je peux assister à ces conversations-là, en fait. Pour moi, c'est un peu l'équivalent du podcast, finalement. Tu vois ce que je veux dire? T'as l'impression de rentrer dans le salon. Des fois, t'as des conversations entre des gens et des frères. Tu t'incrustes dans une conversation et il y a un ton, quand ça part pas en couille, il y a un ton qui est un petit peu friendly. Et tu vois ce que je veux dire? T'immiscer un peu dans les conversations des gens comme ça. Et comme si t'étais avec des potes. Il y a beaucoup de critiques sur les bulles Internet. On dit souvent, c'est pas bien, on est dans nos bulles, on suit que des gens qui pensent comme nous, on suit que des gens qui nous ressemblent. Mais je pense que ce discours-là, il ignore exactement c'est une réflexion de blanc, ce que tu qui apporte du viens de dire. communautarisme. En fait, c'est vraiment, ça ignore ce que tu viens de dire, le fait que certaines communautés peuvent se retrouver autour de sujets qui leur sont propres et par ces biais-là. Et moi, en fait, pour moi, Twitter, ce que j'en ai fait, c'est une bulle de bien-être. C'est-à-dire que je suis que des gens, soit qui peuvent m'apprendre quelque chose, soit où je sais en fait que je vais pouvoir avoir une réflexion intéressante par rapport à leurs tweets. Je vais pas aller suivre en fait des gens, des fachos, pour me dire il faut que je sache ce qu'ils pensent de l'autre côté. Alors qu'on me dit que c'est ce que je devrais faire, mais en vrai, j'ai pas envie que ça devienne anxiogène, quoi. J'ai pas envie d'être confrontée à des tweets racistes, homophobes. Il y a la vraie vie pour ça. Parce que dans la vraie vie, justement, ça. Voilà, quand je regarde le journal de TF1, ça y est déjà, tu vois. Je pense que ça dépend aussi de l'outil que t'en fais, et ça dépend aussi de ta personnalité, d'où tu pars. Tu peux très bien décider que ton utilisation des réseaux sociaux, ça peut être pour te créer un espace confortable, un monde où tu ne vas pas... justement, l'exemple qu'on prenait, t'es isolé, il n'y a pas de personnes noires autour de toi, et donc dans ton Instagram, dans ton Twitter, tu peux recréer ça. Ça peut aussi être un endroit où tu peux décider de faire de la confrontation, d'être beaucoup plus dans l'affrontement, du clash. Je suis des gens comme ça, je suis des gens qui sont graves là-dedans. Ouais, je sais pas quelle est la meilleure utilisation des deux. Moi, je sais que j'ai de la méfiance finalement pour les deux. J'ai pas envie de me créer un univers bisounours, et j'ai pas du tout envie d'aller à la guerre civile avec des types que je connais pas pour leur dire le blackface c'est 600. Me parlez pas, laissez-moi tranquille. Moi, je trouve que Black Twitter, encore plus que Twitter, je trouve que parfois ça part trop en steak trop vite en fait. Là on a abordé le côté vraiment militant, pensée de Black Twitter. Moi ce que je trouve, alors pour terminer sur ça, je trouve que c'est quand même intéressant parce que par exemple j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris les Amazones du Dahomey que je connaissais pas. J'ai vu un trade une fois sur ces Amazones qui était une armée en fait de femmes au Bénin, qui se battaient et qui se sont battues contre les colons, quoi. Enfin voilà, en fait moi c'est des trucs comme ça quand je dis tu vois que j'apprends, c'est ça quoi, la négritude des années 30. Toi c'est ton turf, Kevin, mais avant de te connaître, moi c'est grâce à Twitter que j'ai découvert ça. Mais ouvrez un livre les jeunes, pourquoi Twitter franchement toujours devant vos écrans là, moi de mon temps on faisait pas comme ça. Et puis même des fois il y a des trades sur des auteurs noirs oubliés. Moi j'avais appris, vous vous souvenez de l'histoire du dessin animé de la BBC sur la Rome antique, avec un homme noir, un personnage noir. Moi c'est sur Twitter que j'avais vu la polémique et la réponse d'un historien ultra détaillé en mode non mais en fait il y avait des noirs partout dans
dans la Rome et la Grèce antique, c'est juste qu'on les a oubliés. Mais tu aurais pu l'apprendre dans un podcast. Ou dans un livre. Ou dans un livre, merde. Trop. Mais ouais. Et puis, un autre aspect qui, je pense, du coup, est peut-être plus rattaché à Instagram, mais sur Twitter aussi, c'est présent, c'est la célébration, en fait, de la beauté noire, et notamment les problématiques des cheveux crépus, liées aux cheveux crépus et au colorisme. C'est des trucs qui sont abordés sur Twitter. Il y a des threads entiers, il y a des hashtags, Black Girl Magic. Enfin, pour moi, ça construit tout ça, d'une certaine manière, ça construit un miroir qu'on n'avait pas avant. Avant les réseaux sociaux, on n'avait pas. Toi, je sais pas, Kevin, tu suis des belles meufs sur Twitter qui te... Sur Instagram. Sur Non, pas. Ouais, mais en fait, moi, j'y vais un peu en plus comme mon Insta, il est semi-pro en vrai. Mais t'en as deux, non? Ah non, t'as deux comptes Twitter. J'ai deux comptes Twitter, mais j'ai qu'un seul Insta. Et sur l'Insta que j'ai, du coup, je vais suivre des amis, quelques proches, etc. Mais je vais aussi suivre plein d'influenceurs. Tu suis pas les influenceuses Si, en string. évidemment, je suis obligé de suivre les influenceuses noires en string parce que je leur donne des likes. Et c'est de l'empowerment, c'est de l'empouvoirment pour les femmes de ma communauté. C'est pour la cause. C'est complètement pour la cause. C'est body positive. Non, Mais arrête-toi. En plus, tu dis ça. Voilà. Donc, en vrai, je trouve. Après, François, on n'était pas tout à fait d'accord, et je pense que c'est moi qui m'exprimais de façon un peu problématique. Tu parles de quoi? De quand je parlais de la façon un peu narcissique que les Noirs on avait d'utiliser Instagram. Ah ouais, non, mais franchement, ouais, non, mais les selfies face au soleil, désolé, j'y reviens là-dessus, mais faut que ça s'arrête, franchement. Voilà. Et puis le fine people from Nigeria, fine people from Ghana, fine people from... Ok, on a compris, vous êtes beau, etc. Ok, get on Le right. mec, il est salty, quoi. Non, mais je suis pas salty, je suis comme Kevin, j'adore voir ça, n'est-ce pas? Mais il faut que ça s'arrête au bout d'un moment, faut passer à autre chose. Ouais, mais bref, tout ça pour dire que effectivement, ce que tu disais, Mélanie, il y a la construction d'une image, d'une fierté, de choses comme ça. Parfois, c'est un peu creux, hein, pour être honnête. C'est ça, Instagram, moi, c'est ça qui me gêne. C'est ça que je reproche, c'est la saturation et le fait que c'est un peu creux. Mais non, mais c'est-à-dire que t'as plein de comptes qui servent pas à grand-chose, mais qui savent qu'ils vont récupérer des likes de noirs en mettant des photos de belles femmes ou de beaux hommes noirs, et voilà. Un et peu donc, comme la photo que t'as mis sur ton Instagram. Ouais, allez voir sur l'Instagram de Franzoul. J'ai mis un first trap. Son thirst trap. Ça fait genre 5 ans que je suis sur Insta. T'étais en Guadeloupe, c'est ça? Ouais, j'étais en Guadeloupe, je sais pas. Photo torse nu en train de là, boire au de l'eau de soleil et coco, tout, il n'y avait pas de problème. Là, hein. Un first trap en 5 ans, vous êtes dur avec moi. On a tous liké. Merci, c'est gentil. Mais est-ce que toi, Mel, tu parles beaucoup de Twitter d'un point de vue politique, militant, intellectuel, mais voilà, je sais que tu as toujours grandi un peu entre deux cultures. Est-ce que tu as l'impression d'avoir aussi pu rentrer plus en contact avec ta côte d'ivoirité, ton ivoirité, les fine people from voilà, Ivory Coast, grâce à Twitter par exemple, ou pas du tout, c'est juste en y allant surtout que ça va. Non, en vrai non, pas du tout grâce à Twitter. Mais après moi, l'expérience que j'ai eue en allant en Côte d'Ivoire, c'est que j'ai pas ressenti les gens nécessairement concernés par Twitter et Instagram. J'avais l'impression qu'ils étaient surtout sur Facebook, surtout sur Facebook, beaucoup. Et comme je suis pas sur Facebook, mais ouais. Et puis quand ils me voyaient poster des trucs sur Instagram, ils me disaient mais ça sert à quoi en fait? Ça marchera jamais. Je pense que ouais, il y a pas nécessairement. Après, peut-être que même très certainement, il doit y avoir une non, mais je demandais par curiosité si pour toi ça avait fait cet effet-là. Pas vraiment. D'accord. Non, mais par contre, comme toi, j'aime beaucoup l'humour du Black Twitter. Ouais, bien sûr. Et quand Black Twitter lance des hashtags, c'est toujours à mourir de rire, quoi. Et puis, ce qui est drôle, c'est que c'est généralement décalé, mais tu vois bien qu'après, il y a tout le monde qui se joint au truc, quoi. Il y a même des gens qui sont pas noirs, qui arrivent et qui reprennent le truc un peu. Alors, même après, là, quand c'est vraiment... La fin, c'est quand t'as une marque qui reprend un mème. C'est le bout du cycle. C'est le bout du cycle, c'est le bout de la boucle. C'est là où il faut tuer le mème, c'est faut lui mettre un coup de couteau dans le dos. C'est comme quand Hillary Clinton a dabé. Bon, ok, on remballe, on passe à autre chose. C'est Hillary Clinton ou c'est François Fillon qui a tué le dab? Je pense que Hillary Clinton l'a frappé à la tête, hémorragie très grave, et puis Fillon l'a débranché. François Fillon est arrivé, avec le coup de coude du catch, où tu tombes dessus comme ça, il l'a achevé. Mais vous dites que vous êtes Twitter, fait tout, mais vous avez quand même fait des top tweets. Hein. Ouais. Et c'est justement pour moi tout le paradoxe en fait de Twitter, c'est que il y a quelques mois je parlais du film Sorry to Bother You, juste en disant le film il a pas de sortie prévue en France. Et genre, je sais pas, c'est trop pas bien, c'est nul, je vais m'immoler par le feu et tout. et là, 2500 retweets.
ouais, c'est étrange. Et quelques jours après, on apprend que le film va sortir en France et je fais bon ben les gars, c'est bon, arrêtez tout, le film va sortir. C'est grâce à toi que le film est sorti en France. Et là, pas de retweet, tu vois. T'es là, mais en fait, c'est une bonne nouvelle. Enfin, c'est non, mais en fait, donc il y a un côté un peu, effectivement, c'est un peu le truc où il faut rager, etc. Et comme je suis une personne plutôt épanouie et positive, du coup, c'est pas pour moi. Ouais. Chuck D de Public Enemy disait, mais il y a longtemps, à propos du rap, que c'était le CNN des Afro-Américains et qu'en gros, tu veux savoir ce qui se passe dans la communauté afro-américaine, pas besoin d'allumer la télé, t'écoutes du rap. Parce que moi, j'ai l'impression que Black Twitter aujourd'hui, c'est devenu ça aux États-Unis comme en France. Et d'ailleurs, c'est super. La culture hip-hop a tellement merge, a tellement fusionné avec Twitter que voilà quoi, c'est la boucle qui est rebouclée et rebouclée quoi. Ouais, j'ai même aussi l'impression que après, on sait que Twitter s'est séparé aussi en sphères. Il y a le sport Twitter, le cinéma Twitter, le machin. Et j'ai l'impression que Black Twitter est un peu partout et que quand il y a une polémique ou quand il y a un truc qui touche à la black culture, et ben en fait, ça se concentre avec Black Twitter. Quoi. En particulier parce que tu parles de culture, mais même de façon politique, il est assez intersectionnel. C'est-à-dire que ça va être le Black Twitter, il est plutôt LGBT compatible, il est plutôt pro-féministe, etc., etc., etc. Donc même par cette position, le Black Twitter, il touche le sport, mais il touche aussi la société de façon très directe, il touche la politique, enfin ouais. Tu nous as pas dit c'était quoi ton top tweet ? Mon top tweet, c'est quand je parlais de... C'était l'an dernier, j'étais à quelques mois de rentrer pour Noël en Guadeloupe voir mes parents, et je disais que ma mère m'envoie un texto pour me demander ce que je veux manger, qu'elle commence à préparer les trucs, sauf qu'en fait on était genre en septembre alors que je rentrais en décembre. Voilà. Et donc, je sais plus combien. T'as tapé combien ? Je sais plus. C'était autour des 2000. C'était pas non plus le tweet. C'était pas non plus Jawad. C'était pas non plus au niveau de Jawad, on va dire. Ouais. Mais c'était des barres et puis plein de réactions super positives en mode bon, c'est trop mignon et tout. Tu lui ferais un bisou de notre part. Mec, je te connais pas. C'était gaulerie. C'est mignon. Cool. Non, mais c'était cool. Ouais, le dernier point que je voulais évoquer, c'était le fait que pour moi, le Black Twitter français, effectivement, il y a aussi le Maghreb dedans, en fait. Il y a le Maghreb, je trouve aussi que la communauté asiatique est super présente. Et c'est marrant, ils reprennent les codes du Black Twitter. Genre, no disrespect pour les asiofemmes, mais j'ai l'impression que les asiofemmes ont un peu le même langage, les mêmes hashtags et tout. Les mêmes éléments de langage, tu veux dire ? Ouais, voilà, la même stratégie, parce qu'il y a tout un lingo, tu sais, il y a tout un argot de Twitter maintenant, tu vois. Vas-y, donne-nous des exemples. Non, mais je sais pas. Venez chercher. J'aurais même pas d'exemple, tu vois. Mais je Venez pense chercher vos frères, là. Mais ça, c'est pas Twitter qui l'a inventé, tu vois. C'était du langage de la vie réelle qui a été transposé sur Twitter. En revanche, je pense que, par exemple, tout notre vocabulaire de la wokeness, tu vois, rien que le mot wokeness. Problématique. Voilà, problématique, wokeness. Un tel, il est annulé, il est cancelled, tout ça. Je dis pas que ça existait pas dans la vie réelle, mais je pense que sans Twitter, ça existerait. Problématique, ça vient de Tumblr à la base, mais effectivement, ça a été repris. Parce que Your Fav is problématique, c'est ça ? Et oui, c'est vrai. Ouais. Mais la propagation, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, j'ai l'impression que tout ça, c'est quand même Black Twitter, américain ou français, whatever, qui l'a propagé. Et ensuite, peu importe. Ouais, peu importe. Et tout le monde ensuite a repris. Et je parle pas de ça comme quelque chose de négatif. Au contraire, je trouve ça super cool. Donc voilà, pour terminer, moi j'ai juste à dire que je pense que Twitter en général et peut-être Instagram sur peut-être un aspect plus extérieur sont vraiment des outils de construction de l'identité noire des vecteurs de la conscience noire, tu peux le dire même. Franchement, moi j'irais jusque là. N'ayons pas peur des mots. Vraiment j'irais jusque là. Parce que on n'a jamais été aussi visible en fait que sur Twitter. Avant on nous voyait pas et maintenant grâce à ça on nous voit et surtout on nous écoute. C'est très important. Il y a un mois, à peu près, on vous parlait de nos opinions impopulaires et François était un peu dur avec Solange. Et en fait... Il a blessé beaucoup de gens, d'ailleurs. Il a blessé beaucoup de gens. C'est l'opinion qui a, je pense, a généré le plus de retours, non ? Alors, en venant là enregistrer l'émission, j'ai croisé Jennifer Padjemi, donc qui t'a insulté. Miroir, on lui fait des bisous. Voilà, et qui, franchement, aujourd'hui encore, son cœur saigne. Autant de mon opinion sur Solange que de ton opinion sur le chant de la lande, d'ailleurs, Mélanie. Je tiens à te dire. Ouais. Je sais pas Elle m'a dit, ça m'a donné
donné envie d'écrire un livre tellement j'étais Ouais, pas ouais. d'accord. Moi, je m'attendais à ce qu'elle te subtweet dans la minute. Mais bon, bref. Jennifer est la bienvenue pour en discuter avec nous. On lui fait des bisous. Non, mais quand on a eu cette discussion sur Solange il y a quelques semaines, un des éléments qu'on avait soulevé, c'était la rapidité avec laquelle on devait se faire, on devait écouter les albums et se faire un avis définitif. Moi aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un album qui est sorti il y a 1 an. Et qui aborde plein de sujets qui m'obsèdent pas mal en ce moment. Je voudrais vous parler de Dirty Computer de Janelle Monáe, qui est sorti Sale ordinateur. en ordinateur sale, qui est sorti en mai 2018. They drained us of our dirt and all the things that made us special. And then you were lost, sleeping. Je l'ai écouté rapidement à sa sortie parce qu'il était noyé dans un océan de mixtapes, d'albums, de playlists et autres. Est-ce que d'ailleurs vous vous souvenez de ce que vous écoutiez au printemps 2018 ? Printemps 2018. Qu'est-ce qu'on écoutait ? Oh boy. On veut tout, on veut l'extra. C'est un rappeur français, j'aime bien. Voilà. Ok. Mel, tu te souviens à peu près ? Ou déjà en 365 jours c'est fini, on a effacé Non, je me souviens plus. Non, mais voilà, je demande comme ça parce que c'est à quel point ça va vite. Il y a aussi des questions autour de ces grandes avancées technologiques et de comment elles impactent les personnes noires. Ça fait quelque temps qu'on veut en parler, entre les voitures autonomes qui renverseraient davantage les piétons noirs ou les logiciels de reconnaissance faciale qui ne nous reconnaissent pas. Ou qui nous prennent pour des singes. Ou Google. Voilà, Oui, ou tout simplement les GAFA qui sont principalement dirigés par des hommes blancs Ou chinois. aussi les trucs pour les faire nettoyer. Oui, exactement, Ouais, pour les produits. En fait, sécher les mains. Voilà, exactement. C'est pas même pas pour sécher les mains. Moi, j'avais vu pour les distributeurs, les espèces de pousse-mousse automatiques qui, dans les toilettes, Te T'es reconnaissent. sérieux ? C'est Voilà, pour ça en qu'ils ne donnent jamais de savon. en fait, ils y vont à deux. T'as un blanc qui donne sa main, qui tend sa main et ça sort, et un noir qui tend la sienne et il y a rien qui sort En fait, parce faut que que le j'aille au truc, shot à chaque fois avec un pote. tu blanc. emmènes ton Jérôme. Ton pouce-pouce. D'accord. Et Mais ils sont au courant en plus que les noirs, on a les paumes blanches, tu sais. Donc, bah wesh, ouais, mais pas tous en plus. Ok. Bref. ok. Ils sont pas sûrs. L'album de Janelle, il est sorti, comme je vous disais, en mai 2018 et il est accompagné d'un film réalisé par elle qui dure 46 minutes qui s'appelle Emotion Picture. Et donc dans ce film, de fort belle qualité, on suit Jane qui est un androïde en captivité en train de subir une sorte de formatage. Elle doit accepter sa place de robot. I am a dirty computer, donc ça c'est quelque chose qu'on va répéter. You will repeat after me. I will repeat after you. Your name is Jane 57821. My name is Jane 57821. I am a dirty computer. I am a dirty computer. I am ready to be cleaned. I'm ready to be cleaned. On a le point de vue des nettoyeurs, qui sont des espèces de techniciens, informaticiens, hommes blancs, qui effacent les souvenirs superflus de la mémoire de Jane. Dans une interview pour Complex, Janelle Monáe, elle expliquait que pour comprendre ce voyage, il faut en fait faire 3 étapes. Il y a 3 grands moments en fait dans son voyage à elle, dans sa démarche. Il y a d'abord le reckoning, qui est une sorte de reconnaissance ou une prise en compte. Dans cette fiction, l'ordinateur, le robot ou l'intelligence artificielle, c'est nous. Et il faut l'accepter. Donc on suit cette jeune femme qui est un dirty computer. Et là, le robot, c'est nous. C'est un concept dont j'ai discuté avec une jeune femme qui s'appelle Monica Mazzi et qui est une étudiante qui travaille sur les liens entre racisme et robotique. Et elle m'a donné quelques pistes. Il y a quelques jours, il y a Agnès Varda qui est décédée. Et elle avait sorti dans les années 60 un documentaire sur les Black Panthers. Elle y rencontrait un jeune homme Meuf charismatique. solide. Ouais, carrément. Elle rencontrait un jeune homme charismatique qui s'appelle Huey P. Newton, donc un des leaders du parti des Black Panthers, et qui lui dit que les Noirs ont toujours été considérés comme le corps qui fait le travail et la population blanche comme l'esprit qui organise ce travail. Donc cette séparation, c'est ce que l'on souhaiterait faire entre le robot et celui qui dirige le robot. Mais qui est le robot ? Et comme je vous le disais, c'est nous. Donc le mot robot, ça apparaît pour la première fois au théâtre au 19e siècle. Ça vient du tchèque robota et ça veut dire corvée, tâche, travail besogneux. Monica, dont je vous parlais, elle s'appuie sur le travail d'un roboticien japonais qui s'appelle Masahiro Mori et qui a créé le concept de Uncanny Valley, expliquant qu'à partir de... Oui. Excuse-moi, je t'ai interrompu, désolé. Non, pas de souci. Mais oui, je connais le concept. Ouais. Ben, en fait, le concept, pour résumer, c'est qu'à partir d'un certain degré de ressemblance avec l'humain, les robots, Dégoût, c'est ça ? voilà, provoquent un sentiment Oui. de dégoût. Des dégoûts de rejet. Et puis ensuite, elle explique que nous humanisons toutes sortes d'objets, tels que les peluches, mais dès que ceux-ci se comportent ou ressemblent à des humains, nous ne les tolérons
n'iront plus. Donc avec la peur de perdre notre place au sommet de l'échelle. Dans Dirty Computer, le but, c'est pas d'alerter sur la révolte des robots qui vont tous nous tuer, nous manger, etc., mais plutôt le danger d'être assimilé à la classe ou à la race des robots, de ces créatures qu'on peut manipuler sans remords parce qu'elles ne sont pas humaines. Est-ce que ça vous rappelle des événements historiques qui se seraient passés entre le 16e et le 19e? J'entends rien. En fait, la vérité, c'est que chacun lit ou chacun interprète la science-fiction à travers ses prismes, à travers ses obsessions. Dans la science-fiction blanche, ça va plutôt être on va nous prendre nos jobs, on va nous prendre notre place, on va nous prendre nos droits, alors que c'est faux en fait. Derrière la tech, derrière toute cette intelligence artificielle, déjà, il y a des gens bien réels qui font les petits boulots. Il y a un sociologue italien qui s'appelle Antonio Casilli et qui parle en fait de tout ce petit travail, les tâcherons du numérique. Il parle de ferme à clic, de travailleurs au clic. Par exemple, la labellisation des images pour les intelligences artificielles, ça se fait avec des êtres humains qui sont payés à la tâche, qui sont sous-payés. Les modérateurs aussi sur les réseaux sociaux. Et qui ont leur biais cognitif. Qui ont leur biais cognitif, ou alors même... tout être humain a ses propres biais cognitifs, mais c'est surtout que ce travail qui est souvent pas encadré, impossible à syndiquer, mal payé, etc., il est souvent délocalisé vers le sud global. Donc ça peut être l'Indonésie, le Kenya, Madagascar, etc. En fait, surtout, lui, il parle, un autre terme intéressant qu'il avait, c'était les poinçonneurs de l'IA. Ah d'accord, c'est pas mal. Donc, les donc petites voilà. mains, quoi. Vraiment, quoi, le boulot ingrat. Les soutiers. Et en fait, tout ça, cette espèce de hype autour de l'intelligence artificielle, dans le monde des GAFA, on est assez obsédé par ces questions-là. Ça se fait, donc, comme je disais, souvent sur le dos en fait, de petites mains. Ce qui contribue à une sorte de déshumanisation des marginalisés. Non, j'ai pas vu ça dans le film, quoi, dans Dirty Computer. T'as pas vu quoi? Ce dont tu parles sur le côté, on va dire... les ouvriers les ouvriers, c'était peut-être les deux mecs qui effaçaient les sous. Non, mais si vous voulez, on va y arriver progressivement, mais il y a pas mal de plans où elle est formatée comme une pièce un appareil électronique, et surtout elle est enchaînée, droguée, etc. Mais ça on y revient après. Là, c'était pour le côté computer, son côté computer, mais moi, ce dont je voudrais aussi vous parler, c'est le côté dirty. Parce que dans Dirty Computer, ça commence par sale. En fait, dans cet album-là, Janelle Monáe, elle s'écarte de ce qu'elle avait fait avant, c'est-à-dire de tout l'univers très afrofuturiste qu'elle avait eu auparavant, où... comment dire, elle avait ce personnage de Cindy Mayweather qui était un personnage qu'on suivait tout le temps. Ça, elle abandonne tout ça. Elle abandonne tout ça et elle va sur des problématiques, même si ça reste assez barré. Ça reste très barré. C'est moins explicite avant dans les symboles. Par exemple, il y a moins de Sun Ra et de Fritz Lang et de choses comme ça. C'est Maria Paul. Que ça, exactement. Mais ce côté dirty, elle l'embrasse, elle l'assume dans cet album. They started calling us computers. People began vanishing, and the cleaning began. You were dirty if you looked different. You were dirty if you refused to live the way they dictated. You were dirty if you showed any form of opposition at all. And if you were dirty, it was only a matter of time. You were dirty if you were different. Et en fait, on arrive à la deuxième étape qui est la célébration. Avant d'effacer les souvenirs de Jane, les deux techniciens, donc, qui sont des hommes blancs, ils regardent les souvenirs avec attention, et à chacun de ces souvenirs, il y a un clip, il y a un morceau. C'est un clip musical. C'est un clip musical qui représente ça. Le premier single de l'album, c'est le morceau Make Me Feel. On y découvre, en fait, et donc dans le clip, dans le film, on y découvre que le personnage de Jane a une vie assez libre. Elle vit un triangle amoureux entre Zen et Che. Et en fait, il y a des éléments autobiographiques dans tout ça. En fait, l'année dernière, elle a fait son coming out en tant que pansexuelle. Ouais. Et puis, il y a cette relation avec Tessa Thompson qui a mis le feu aux poudres d'Internet. Donc Tessa Thompson qui joue Zen, cette femme avec qui elle entretient une relation assez compliquée. Et ces communautés marginalisées LGBT qu'on voit s'exprimer librement dans certains des souvenirs de Jane, elles doivent faire face à une répression. En fait, on a l'omniprésence des écrans, des caméras. Ça fait penser à pas mal aussi de lois liberticides. Par exemple, la question LGBT devient une question internationale pour laquelle Hollywood se mobilise. Par exemple, là, il y a le sultan de Brunei. Vous avez suivi l'affaire avec George Clooney ?
Oui, j'ai suivi. Oui, le sultan de Brunei qui instaure la charia Ouais. dans son Voilà. pays, Pour les personnes LGBT. Voilà, loi hyper répressive à l'égard des... qui seront pas appliquées, mais répressives quand même. Et donc du coup, Hollywood veut se mobiliser en boycottant les hôtels. Mais d'ailleurs, du- j'ai vu du- les du hôtels sultan. qu'il a de luxe à Paris, Ah j'étais bah, choquée. mais c'est une des plus grandes Autant que richesses. c'est, Ouais. Mais moi, je suis George Clooney. J'irai plus jamais au Marriott. Non, Plus mais jamais, mais plus jamais. c'est fini, Tu boycottes, c'est J'avais fini. mes Putain, mais habitudes. Tu nous avais invités là. J'avais mes habitudes à cet hôtel 4 étoiles que j'ai tout à fait les moyens de me payer. Et ben, c'est fini maintenant. Merci George Clooney. Bref, ça c'est un petit aparté, mais de façon plus générale, il y a un vrai hommage aux communautés LGBT et au féminisme dans le clip. Je pense que, par exemple, le clip Pink, Mélanie, as-tu vu des symboles féministes Tu veux dire quand Tessa Thompson met sa tête dans le au milieu du pantalon vagin de Non. voilà. Donc tout ça c'est aussi l'air du temps, c'est-à-dire que c'est aussi parfois ce qui est reproché à cet album, c'est d'être plus dans le slogan en fait que dans la chanson. C'est vrai. à certains moments. Musicalement, pour moi, ça manque un peu de quelque chose, quoi. Ben, ça dépend des morceaux. Je trouvais ça pas mal. Ça dépend des morceaux. Moi le morceau Pink, justement, sur la base, je suis complètement hypé. J'aime beaucoup Grimes qui est en featuring dessus, sauf qu'on l'entend quasiment pas sur le morceau. Je trouve que les couplets sont mieux que le refrain, ce qui est quand même problématique pour un morceau un peu pop dansant. vrai. Et puis des messages politiques, des slogans comme ça, quand tu les chantes et que ça ressemble un peu à du Katy Perry, ça me dérange un petit peu. Après, On peut pas accuser Janelle Monáe de faire de l'opportunisme politique, quoi. Pour le coup. non, mais non, on peut pas Mais la- musicalement, on peut dire que. mais par exemple, ça pour moi, c'est quelque chose qui, en single, sur Spotify ou à la radio, ne marche pas très bien, alors que dans le film, C'est vrai. le voir dans le contexte de l'histoire de Jane, de Dirty Computer, ça donne une autre dimension à tout ça. C'est vrai. Et puis, donc voilà, donc là j'en étais un petit peu à cette phase de répression où on est entre désinformation, paranoïa, où en fait on lui fait répéter des mensonges, une espèce de petite comptine, Jim Crow Jesus, Raise Again, enfin des choses comme ça. Et voilà, donc il y a tout un truc sur le brainwashing, sur l'identité, sur vous êtes sale, donc on va vous nettoyer. Et en gros, tout ce qui est sale en elle et tout ce qui doit être supprimé par les techniciens, c'est comme tu dis, c'est tous les éléments. C'est toute Hein son C'est sa identité. blackness. Enfin, moi, C'est sa j'ai blackness, compris c'est la son métaphore, identité, c'est comme ça, sa quoi. queerness Ouais, aussi. c'est sa blackness et sa queerness. C'est sa féminité, qui sont des choses qui sont à la fois scrutées, mais qui vont fasciner un des deux techniciens. Oui. Il fait mais c'est juste des souvenirs et c'est à partir Il de ce comprend même moment-là. pas, ouais. Il sait même pas si c'est des souvenirs ou des rêves. Et l'autre, il lui tellement- dit, mais on doit effacer quoi qu'il arrive. Et c'est cette espèce de truc qui est super intéressant. On est entre la surveillance et le voyeurisme. Moi, Ouais. ça me fait penser à plusieurs choses. Il y a Westworld, déjà, Bien sûr. où il y a déjà Tessa Thompson qui joue Ouais. pas exactement le même rôle, mais on retrouve plein de parallèles entre ça. Je ne sais plus comment s'appelle le personnage. Maeve, je pense. Maeve, le personnage de. Comment elle s'appelle, notre amie? Attends. Maeve, le personnage interprété par C'est pas grave, elle va te le trouver. Par Tandy Newton. Donc ça, on pense à Westworld, notamment au personnage de Maeve, interprété par Tandy Newton. On pense aussi un peu à Black Mirror et l'épisode San Junipero sur cette histoire d'amour entre les âges, entre deux femmes. Un des meilleurs épisodes de Black Mirror ever, certainement aussi, enfin bref, ouais, un des meilleurs épisodes de Black Mirror. Et puis on arrive à la troisième étape, qui est l'étape de la réclamation, où en fait, une fois qu'elle a célébré tout ça, maintenant on va régler les comptes. Et je trouve ça très Attends, intéressant. c'est quoi le nom anglais déjà? Reclamation. Reclamation. ok. Reclamation. Donc où elle se réapproprie en fait son choix. C'est là où son- elle est sur un trône avec Exactement. une armée autour d'elle. On a ça, c'est le morceau I Like That, qui est un de mes morceaux préférés du truc. Là, c'est avec l'aide de Zen, interprété par Tessa Thompson, où en fait, on va avoir quelque chose d'assez classique dans la science-fiction, où les héros vont se libérer en renversant les armes des oppresseurs contre eux. Le fameux gaz qui s'appelle le Nevermind, qui permet un petit peu de mettre tout le monde KO et d'effacer les vieux souvenirs. Elles vont l'utiliser contre leurs oppresseurs, contre leurs bourreaux, et pouvoir se libérer grâce à tout ça. Et puis ça se termine avec une sorte de happy ending patriote, un peu, hein, le morceau Americans, avec la volonté de finir sur une touche d'optimisme. Janelle Monáe, tout à l'heure, je vous disais que dans ses influences, il y a un réalisateur qui s'appelle Fritz Lang, du cinéma indépendant allemand du début du XXe siècle, qui a fait ce film qui s'appelle Metropolis. Et Janelle Monáe s'en réclame souvent.
je vais retrouver la citation, c'est « Le médiateur entre le cerveau et les mains doit être le cœur ». Et donc pour elle, il y a tout un truc autour de l'amour qui va réconcilier les gens, etc. etc. Le film se termine sur une note assez positive, mais nous laisse avec pas mal de questions, pas mal de défis et d'enjeux assez forts sur toutes ces questions de technologie, de surveillance, d'intelligence artificielle, de la place qu'on accorde aux petites mains derrière toute cette intelligence soi-disant artificielle. Il y a des questions très concrètes qui se posent dès aujourd'hui. Par exemple, il y a cette jeune femme qui travaille sur la justice algorithmique. Donc, ce dont on parlait tout à l'heure, en fait, le fait que les outils d'intelligence artificielle souvent ne reconnaissent pas les visages noirs, les peaux noires, etc. En fait, c'est lié au fait que c'est un monde qui est pas très inclusif en vrai, et que donc il y a des biais qui sont liés au fait que les gens qui codent ou alors qui prennent les décisions ne sont pas exposés à la diversité, ne la vivent pas au quotidien. Et il y a des initiatives qui sont assez bluffantes, notamment une femme que j'ai eu la chance de rencontrer qui s'appelle Courtney Cockburn. J'ai encore cru que tu allais dire Courtney Cox. À chaque fois que tu me dis je connais. À chaque fois, on est là genre, ah ouais. Non, je reprends. Elle s'appelle Courtney Cockburn. Right. Elle est chercheuse à la Columbia, donc elle mène un groupe de recherche qui utilise la réalité virtuelle pour créer de l'empathie. En fait, elle est partie du principe que ça devait être après, elle a un TEDx, on vous le mettra en lien, après le décès de Trayvon Martin. Elle comparait les réactions sur Facebook de ses amies femmes noires et de ses amies femmes blanches. Ses amies femmes noires parlaient de la douleur, de la peine qu'elles ressentaient, de l'injustice, de leur peur d'avoir un proche ou un enfant ciblé par la police, ou même les femmes noires elles-mêmes peuvent être victimes de violences policières, et qu'elles comparaient à leurs amies blanches qui parlaient au même moment, dans majorité, de recettes de cupcakes. Et donc la différence de violence avec laquelle... la différence de réception entre les deux groupes, et elle se demandait qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je peux faire pour vous faire comprendre, pour vous mettre à ma place. Et en fait, elle a commencé à travailler sur un programme de réalité virtuelle où elle immerge un individu, en général blanc, à plusieurs étapes de la vie d'une personne noire. We're not only leveraging the power of technology, we're leveraging the power of science, if you will. We are, as I said, using quantitative and qualitative data to construct these complex narratives in a virtual experience. But we're also employing experimental design to think about how we can assess changes at the individual and group level. Are we moving the needle? Are people different as a result of going through this experience? Et elle va être un peu à la place d'une personne qui subit des micro-agressions, des violences policières, ou en tout cas, vous savez, cette espèce de traitement de défaveur que subissent souvent les Noirs lorsqu'ils ont affaire à la police, des choses comme ça, et qui crée une empathie. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça va tout régler, que tous les problèmes vont disparaître comme ça, mais c'est aussi un retournement en fait, d'outils de la technologie. Parce que la technologie, pour l'instant, la direction qu'elle prend, c'est qu'elle renforce les biais racistes avec l'histoire d'algorithmes, tout ça, de voitures qui nous écrasent. Et en gros, là, la meuf, elle a un truc qui pourrait, au contraire, rapprocher les gens. Qui peut, grâce... Parce qu'il y a un côté, au-delà du politique, de ceci, de cela, il y a un côté très ludique, très immédiat, très humain dans ce type d'activité avec le casque, où en quelques minutes, en fait, on peut avoir la nausée, on peut se mettre à la place du personnage. Enfin, il y a plein de choses qui se passent, et c'est un des sujets, en fait, que le combat antiraciste aussi peut investir pour lutter contre des biais, pour comment dire, soulever plus d'attention. J'avoue, j'avais vu un logiciel comme ça de VR qui permettait en fait de vaincre ces phobies, notamment la phobie du vertige. C'est-à-dire que tu mets le casque et en quelques instants, tu as l'impression de marcher sur un fil très haut. Et en fait, c'est comme un jeu vidéo, tu marches et en fait, tu vois, tu as l'impression vraiment que tu marches sur un truc, sur un rebord. Et plus tu augmentes le niveau de difficulté, plus la vue devient profonde, et donc tu vois, tu fais ça par étapes pour pas faire une crise cardiaque. Et en gros, à la fin, c'était Michel Simès qui essayait ça à la téloche. Et en gros, à la fin, le gars, il était à l'équivalent d'un 20e étage d'immeuble en train de marcher en plein vide, et il avait presque vaincu. Donc ouais, j'avoue, si on peut soigner l'arachnophobie ou le vertige grâce à la technologie, pourquoi pas le racisme ? Pourquoi pas la négrophobie ? Après tout... J'ai peur des araignées et des noirs. Comment je peux faire ? Bref, Janelle sera à Paris le week-end du 13 et 14 juillet au festival Afropunk Paris.
On ira voir ça. On va l'inviter pour parler de son album et du film. Fais pas de fausses annonces. Au Cheap. On va essayer de faire ça. Bref, c'est un film et un album qui dans l'ensemble, m'ont emballé. Je suis assez convaincu par le projet. Vous avez de votre côté regardé Dirty Computer. Est-ce que vous êtes peut-être un peu moins fan de Janelle que moi? En fait, moi, je viens de me rappeler d'un truc. Qu'est-ce qu'on écoutait au printemps 2018? Et en fait, c'est au même moment ou un peu plus tard, mais pas beaucoup plus tard, qu'est sorti This is America c'est vrai. de notre ami Donald Glover. Et je me rappelle que j'avais vu passer des articles qui disaient, en fait, tout le monde s'émerveille sur This is America, mais vous avez pas vu que Janelle Monáe vient de sortir un truc qui dit beaucoup de choses, en fait, sur la condition noire aux États-Unis, la culture, comment les Noirs vivent le fait d'être, de n'être pas vus en fait comme des êtres humains à part entière dans la société américaine, et que en fait, si un mec avait sorti ça, on crierait au génie. Mais que là, c'est Janelle Monáe, donc ça passe un peu à la trappe. Vu ce papier. Après... Et moi, il y a un truc aussi, je me dis, si c'était Beyoncé qui avait sorti ça, par exemple, on en aurait fait tout un pataquès, quoi. On en parlerait encore. Dirty Computer, c'est 50 minutes. This is America, c'est un clip. Un clip non, mais seul. tu vois, quand tu compares le nombre de think pieces qu'il y a eu sur This is America versus Dirty Computer, tu te rends compte qu'il y a un petit décalage. Parce que c'est une femme. Et que je pense que... Moi, je pense que le problème, c'est peut-être la musique. Je pense qu'effectivement, c'est pas de la musique qui est aussi catchy au premier abord que certains titres de Donald Glover. Mais je pense que le travail qu'elle a fait, les métaphores et même tout le truc visuel est quand même incroyable. Sur la musique, pourtant, elle est par ses fans de la première heure, des gens qui ont écouté Arc Android, les premiers projets, qui disent qu'en fait, elle a simplifié sa musique, elle a simplifié le message, que c'est plus accessible. Après, Janelle Monáe, elle va jamais faire le même nombre de vues sur YouTube qu'une Beyoncé, qu'une Rihanna, qu'un Donald Glover, que personne comme ça. Moi, j'ai lâché Janelle Monáe à Arc Android, tu vois, en mode c'est bon. Okay. Et ouais, du coup, je suis revenu à elle avec Dirty Computer, et c'est vrai que c'est plus accessible, c'est plus simple, machin. Et les passages rappés m'ont beaucoup enthousiasmé. Le morceau Django Jane, il est vraiment bien, en fait. Ça envoie. En fait, c'est presque ça ma principale frustration de l'album, c'est que... C'est pas un morceau entièrement rap, quoi. C'est bon, vas-y, go off, sis. Ouais, il y a des trucs, genre, je parlais tout à l'heure de Pink, c'est pas ma tasse de thé, alors que c'est un des morceaux, c'est un des singles de l'album, donc c'est un des morceaux qui a le mieux marché. Mais le morceau Make Me Feel, il est intéressant parce qu'il y a aussi toute l'ombre de Prince qui plane. Un peu trop, autour. En fait, un peu trop. Ce morceau-là, il est trop funky. En fait, c'est volontaire. C'est volontaire. Prince a travaillé en fait avec Janelle Monáe avant sa mort, je sais. Mais justement, j'aime pas Prince. Donc, ok, je vais me faire lyncher. On rentre dans des trucs compliqués. C'est bon, je vais me faire lyncher par Black Twitter. Voilà, bon, allez, fin du segment. @frontzoul sur Twitter, c'est ça? Ne dites rien. Alors, ma recommandation pour cette quinzaine, c'est un compte Twitter. Ouais, alors, maintenant, je vais vous recommander des comptes Instagram. C'est tout le temps des comptes Insta, Twitter. Mais je trouve ça cool, parce qu'en fait, je trouve que Black Twitter, c'est un peu, un vecteur de conscience. Ok, c'est un truc que j'ai réfléchi. On va pas refaire ça. Non, c'est un compte Twitter qui s'appelle @misundergirl, comme un misunderstanding, mais misundergirl, donc M-I-S-U-N. Qui a buzzé ces dernières semaines. Ouais, alors je refais le spelling, mais M-I-S-U-N-D-E-R-G-I. RL. Ting, ting, ting. 10 points. On mettra en lien sinon. Hein. Je mettrai aussi en lien, mais bon. Bref, c'est le compte tout simplement d'une femme noire anonyme. On ne sait pas comment elle s'appelle. On ne connaît pas son visage non plus. Oui. Elle a une profil pic. Alors sa profile pic, c'est Yaya Dacosta, actrice et mannequin. Ce n'est pas elle. Et elle est un peu fatiguée d'ailleurs de devoir le rappeler à ses nouveaux followers que ce n'est pas elle. Donc n'essayez pas de glisser dans ses DM si vous pensez que c'est Yaya Dacosta. C'est faux. Ceci maintenant. Miss Undergirl, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle raconte ses histoires amoureuses et ses dates foireux ou réussis aussi parfois, et ses histoires de cul tout simplement sur Twitter dans des petits threads très drôles et très bien racontés. C'est tout simplement ça en fait, et je trouve ça assez cool. Moi quand j'ai commencé à la follow, toi c'est pareil pour toi Mel, je crois, elle était à genre 3000 abonnés. Et elle venait de raconter l'histoire de la bite sur laquelle elle s'était endormie. Ouais, bah c'est mon histoire préférée justement, c'est celle que je voulais vous recommander. C'est quoi ça? Elle m'a fait triper. Une de ses dernières histoires, c'est en fait, elle raconte comment dans une soirée, elle a pécho un gars et elle s'est endormie en le suçant et elle s'est réveillée à côté de la bite du gars. C'est assez marrant.
Et en gros, voilà, c'est des histoires qui sont... Kevin a l'air choqué. Mais en fait, on aime tous ça. Il faut arrêter de... Si ça se trouve, mes parents écoutent. Hein. On n'aime pas s'endormir sur des bites. On aime les histoires de cul et on aime entendre les dates, surtout les dates foireux, il faut bien le dire. Hein. On aime entendre ce genre d'histoire. On aime répéter ce genre d'histoire. On a tous des histoires de potes ou de potes comme ça. Et c'est ça qui est cool dans sa narration, c'est que c'est vraiment sa propre vie et c'est super pour utiliser Moi, le le mot, thread qui m'a beaucoup plu, c'est celui où elle raconte, qui est beaucoup plus dans le romantisme, et celui où elle raconte comment elle a rencontré l'amour de sa vie à la fac et tout. J'étais là, j'avais des larmes aux yeux, je me disais, c'est tellement beau. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'elle a une façon de raconter qui est très simple, je vais utiliser le mot anglais, je suis désolé, mais relatable, vous voyez ce que je veux dire, on se reconnaît tout de suite dans ces histoires. Et évidemment, last but not least, c'est une femme noire. C'est une femme noire, hein, et du coup, elle prend ça en compte dans la façon dont elle date les mecs, et donc elle va te raconter le date. À un moment, elle raconte un date avec un entre guillemets allié, vous savez, qui en fait était totalement une sorte de négrophile qui la fétichisait. Et donc vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi une dimension politique, woke dans ce qu'elle raconte, parce que c'est le vécu d'une femme noire qui s'assume en tant que telle sur le marché de la séduction. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est super intéressant. Elle vit où? Elle vit à Paris, je crois. Elle vit à Paris. Non, je montrais ça pour la rencontrer. Non, pas du tout, mais je voulais savoir si, parce que comme je n'ai pas vu le compte, je me demandais si c'était aussi peut-être ancré, tu vois, un peu géographiquement, genre est-ce que dater c'est différent, oui, à Dunkerque, mais à là, Paris, à Perpignan. Ouais, mais non, là pour le coup, elle est à Paris. Donc voilà, c'est cool. C'est juste des chroniques du quotidien et de la vie amoureuse d'une femme noire. C'est Bridget Jones 2.0 et noire, donc c'est parfait. Comme je vous disais, elle s'appelle plutôt Carrie Bradshaw. Ouais, mais Sex and the City, ça a mal vieilli. Bridget Jones aussi. Bridget Jones aussi. Putain, t'as raison. Putain, Bridget Jones, quoi. Damn. C'est Awkward Black Girl, voilà. Et la dernière fois que j'avais vu, j'avais voulu la recommander dans le chip déjà il y a peut-être un mois de cela, avant qu'elle ait son gros boost d'abonnés grâce au site Brain. Et en fait, elle disait partagez pas mon compte parce qu'en fait, plus j'ai de followers, plus ça me gêne en fait. Et après, je me sens pas libre de raconter mes histoires. Maintenant que la meuf a genre 2 fois plus d'abonnés que le chip, je me sens autorisé à la recommander. Donc suivez-la sur Twitter, elle est vraiment cool. Glissez dans ses DM aussi, elle vous y encourage de toute manière. Miss Undergirl, voilà. Alors moi, j'ai une petite reco d'un truc pas hyper connu, mais peut-être que vous en avez pas entendu parler, donc j'aimerais quand même. Je crois savoir ce que Beyoncé. C'est Katy Perry. C'est Taylor Swift. Non. Tu la lis pas. Donc c'est une fausse reco, hein. Je pense qu'on est tous au courant. Le 17 avril, on est tous devant Netflix. Le documentaire Homecoming by Beyoncé. Ouais. Bye. Donc ça veut dire que c'est elle qui l'a réalisé. Voilà, moi je vais faire un petit cook-out pour l'occasion à la maison. Donc voilà. Non, ma vraie reco, c'est un article qui a circulé. Certaines personnes dans les mentions du chip nous l'ont d'ailleurs recommandé. Un certain Hamdani, notamment. C'est un article qui s'appelle Privileged. C'est un article qui a été écrit par Kyle Korver, qui est un joueur de l'Utah du Jazz, qui est une équipe de basketball. Et c'est vraiment, ça revient un peu sur ce que tu disais sur le racisme dans le sport, puisque lui, il parle vraiment du racisme dans le basketball. Il revient notamment sur l'incident qui a entouré Russell Westbrook, un de ses collègues noirs qui s'est un peu engrainé avec un fan sur le terrain. Et donc, comme dans ce que tu disais, là, les joueurs ont dit à la presse, on ne sait pas, mais il a le sang chaud, on ne sait pas pourquoi il s'est battu 50-50. Avec le fan. Voilà. Et en fait, il se trouve effectivement que le mec du public avait dit des trucs hyper racistes aux joueurs. Et il revient aussi sur l'arrestation de son collègue noir qui s'appelle Thabo Sefolosha. Si j'ai écorché le nom, je m'en excuse. Donc ce joueur avait été arrêté par la police qui lui a cassé la jambe et l'a laissé une nuit entière en prison sans lui apporter de soins médicaux en fait avec la jambe cassée. Donc derrière il y a eu un settlement et tout, mais voilà. Et donc en fait cet article pour moi je pense est intéressant parce que nous on sait de quoi ça parle, on sait que ça parle de racisme aux États-Unis, mais c'est d'un point de vue de blanc parce que du coup ces deux événements ont été évoqué au sein de l'équipe avec une réunion avec les dirigeants et toute l'équipe a dit en fait effectivement il y a un problème de racisme dans le sport et qu'est-ce qu'on peut faire. Bon effectivement les personnes noires ont dit voilà moi j'ai vécu ça mais ils se sont posé aussi une vraie question en amont sur nous en tant que joueurs blancs
qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc il écrit « Je suis l'ami de Thabo, le coéquipier d'Ekpi Udo ou le collègue de Russ. Je travaille avec ces gars et je les soutiens, mais physiquement, je ressemble à l'autre gars. » Et donc en fait, il s'est rendu compte que il avait beau être proche de ces mecs-là, les connaître depuis plusieurs années, être solidaire d'eux, en fait, il ressemble à l'oppresseur. Il ressemble à l'oppresseur, exactement. Et donc dans l'article, il rappelle plusieurs statistiques, notamment le fait que 75% des joueurs de basketball sont noirs. Et il fait un peu son coming out libéral. En gros, il dit je dois continuer de m'éduquer sur l'histoire du racisme aux États-Unis, je dois écouter. Je répète parce que c'est important, écouter. Je dois soutenir des leaders qui considèrent que l'injustice raciale est une question fondamentale, mais peut-être plus que tout, je dois, en tant qu'homme blanc, demander aux autres hommes blancs d'assumer leurs responsabilités. Et ça, on le sait, c'est la clé. Quand un noir dit « c'est raciste », on dit « tais-toi ». Et quand un autre blanc dit « non, c'est raciste », là, on fait « ah bon ?» Tu sais, Comme Bonjour Tristesse, tu sais. Je rebondis sur ce que tu dis. Mais qui veut parler en premier ? Non, bonjour Tristesse, vous savez, le youtubeur qui a fait tout un... Oui, Bonjour Tristesse. Ouais, Bonjour Tristesse, qui a fait tout un réquisitoire contre l'islamophobie, notamment envers il y a pas longtemps les en plus, voilées, il y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Ah oui. Et tout le monde a fait bravo. Genre, vous savez, le gif de Drake qui se lève et qui applaudit sur un match de basket, là. Alors que les femmes voilées disent la même chose, mais... Voilà, depuis des années, bravo. mais que personne ne les écoute. Voilà, c'est tout. J'avais entendu, il y a quelques mois, un homme qui avait été, pendant plusieurs années, membre du Ku Klux Klan, de trucs racistes, mais très jeune. Et en fait, en allant à la fac, il a changé de camp, il a rencontré des gens différents, et il disait exactement ça. Il disait que chez les suprémacistes blancs, ça nous paraît un peu bizarre à nous, mais la parole d'un homme blanc a plus de valeur que celle d'un racisé qui dit arrête avec le racisme. Quand un homme blanc dit à un autre homme blanc arrête ça tout de suite, tu racontes de la merde, bizarrement ça a beaucoup plus d'influence et d'impact que lorsque c'est une femme noire, lesbienne qui leur dit quoi. Tout à fait, donc je trouve que c'est intéressant parce que j'ai vu circuler le papier, je me suis dit bon, encore un homme blanc qui se réveille et tout, mais je trouve que c'est intéressant dans le sens où ce mec-là va peut-être convaincre ses fans, va peut-être convaincre ses collègues, d'autres joueurs, et je trouve que c'est un truc à faire circuler, notamment à votre famille et vos amis blancs, si vous en avez. Les combats antiracistes a besoin des personnes blanches. Alors ma famille blanche, je la connais pas, mais mes amis blancs, je leur enverrai. Mais si vous vous intéressez à la question de la race dans le basket, je vous recommande un podcast, le Chip. On a fait un épisode sur High Flying Bird de Steven Soderbergh qui parle de race dans le basket. Et moi, ma recommandation, c'est un court-métrage qui s'appelle « Rien pas changé », ce qui veut dire « rien n'a changé » en créole martiniquais. Il ne faudrait pas qu'on croie que, qu'en réglant aujourd'hui la question des prix, même de l'augmentation de salaire, qu'on aura réglé le problème sociétal qui se pose chez nous actuellement. Il faut de toutes les façons, pour beaucoup de dirigeants français, qu'on oublie qui on est et qu'on laisse tomber toutes nos caractéristiques pour devenir de bons petits Français. Et je pense que le travail est presque fini si on continue comme ça. C'est un court-métrage qui est sorti la semaine dernière, réalisé par un ami de talent qui s'appelle Yanis Sainte-Rose. Et c'est 2009-2019, rien n'a changé. Il y a 10 ans en Martinique et en Guadeloupe. Et puis ensuite, à La Réunion un petit peu, il y a eu des mouvements sociaux liés à la vie chère, mais ça parle pas que de ça, ça parle de tous les problèmes, toute cette espèce de marasme politique, social étrange qu'il y a en Martinique depuis quelques années. Là, c'est dans un contexte de prise de tête sur le drapeau que doit choisir la collectivité pour être représentée, etc. Donc voilà, en quelques minutes, en 8 minutes, si je me trompe pas, grâce à notamment l'acteur Guillaume Ruffin, Yanis présente avec talent les enjeux qui traverse la société martiniquaise depuis une dizaine d'années. C'est fait avec talent. C'est réalisé donc, c'est en tout cas produit par RAC Media, dont on a déjà parlé ici. On vous mettra le lien pour aller voir ça sur internet. C'est sur le Facebook du RAC. Et voilà, je leur donne de la force. Et il se passe des trucs un petit peu préoccupants en Martinique en ce moment. Bref, on va peut-être suivre ça de plus près. On en reparlera. Ouais, on en reparlera. C'était le Chip, on revient dans 15 jours. Comme d'habitude, vous pouvez toujours nous suivre sur Twitter, on a besoin de followers. Nous aussi, on veut 10 000 followers. Et sur Instagram, sur @lechippodcast.
Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, tous nos applis de podcast Chez habituels. tous vos marchands de journaux. Voilà, je donne parce que les gens me disent « Ah, mais on écoute où ?» Voilà. Et bien sûr, laissez-nous une review sur Apple Podcast, mettez-nous 5 étoiles, on est toujours un peu bas là. 5 étoiles, 5 étoiles. 5 étoiles. Laissez des trucs gentils. Franchement, les algorithmes, allez attaquer les algorithmes. Notice Us, Apple Podcast. C'est ça. Cette émission est réalisée par Solène Moulin, coproduite par Binge Audio. Toujours, comme d'hab. On revient dans 2 semaines. Prenez soin de vous. Ouais. Et puis aussi, l'épisode sur Nick Conrad, il a généré beaucoup de réactions. Je pense que c'est un des épisodes qui a généré le plus de réactions et positif dans l'ensemble. Les gens étaient presque totalement positifs. Non, mais les gens étaient même totalement positifs. Non, moi j'ai eu des amis blancs qui m'ont dit non, pendez les blancs, non. Ouais, d'accord, ils se sont arrêtés. Ouais, ils peuvent pas, ils ont écouté le début de l'épisode et puis ils ont dit non. Ouais, non, je comprends, mais. Mais bon, sinon. Mais dans l'ensemble, ça va. C'est cool. Merci pour les retours. On voit l'amour et franchement, on appréhendait un peu avant de faire cet épisode. Et au final, ça a été très cool. Ça a été très cool. Et puis moi, j'ai envie qu'on refasse un live aussi. Rien à voir, mais j'aimerais bien que d'ici la fin de la saison, on refasse un live. On vous reparlera de tout ça. Stay tuned. Bisous. Bisous.